Bienvenue dans ce magazine. Alors que notre pays a une des politiques les plus permissives comparées à nos voisins européens, les députés ont voté cette semaine contre l'avis du gouvernement une loi pour limiter l'exposition des Français au cadmium, ce métal lourd présent dans les engrais et présent aussi dans de nombreux aliments. Regardez. Il est présent dans les baguettes, dans les céréales du petit déjeuner et même les pommes de terre. Le cadmium, un métal lourd et toxique que l'on retrouverait en trop grande quantité chez presque la moitié des Français. Pourquoi y a-t-il autant de cadmium? La faute aux engrais phosphatés. Cet agriculteur d'Île-de-France en utilise pour cultiver ses 50 hectares de blé. Mais difficile pour lui de connaître la réelle proportion de cadmium qu'il répand sur ses terres. Selon le pays d'origine, il y a plus ou moins de cadmium. Est-ce que vous savez s'il y en a? Là, je ne sais pas s'il y en a et je ne sais pas quel dosage. Alors, quel plan anti-cadmium? Les députés viennent de voter une proposition de loi qui prévoit une baisse rapide du cadmium autorisé dans les engrais, 40 mg par kilo en 2027, 20 à partir de 2030. Ce métal peut avoir de lourdes conséquences sur la santé, les reins, les os, être toxique pour la reproduction et même être cancérogène. Dès le 16 juin, la Sécurité sociale remboursera un test de dépistage. Alors, qui pourra en bénéficier? Si vous habitez dans un endroit où les sols ont été reconnus comme contaminés par le cadmium par les autorités, ça veut dire potentiellement à proximité des sites industriels. Et c'est important parce que ça veut dire que vous devrez peut-être faire des examens supplémentaires pour vérifier que vos reins, par exemple, ne sont pas touchés. Pour éviter d'ingérer trop de cadmium, il est conseillé de consommer davantage de légumes et de légumineuses où ce métal est naturellement peu présent. On donne la parole maintenant à notre invitée, c'est vous, Fleur Breteau. Bonjour à vous, vous êtes la cofondatrice du collectif Cancer Colère. Bienvenue sur l'antenne de France 24. Cette loi adoptée à l'Assemblée nationale par 144 voix contre 22, puisqu'on a aussi voté contre et contre l'avis du gouvernement. Est-ce que c'est un premier pas que vous saluez ou vous vous dites qu'à cette heure, rien n'est fait? Non, c'est un premier pas majeur, c'est une première victoire et qui est aussi le résultat d'une mobilisation citoyenne et du corps médical. C'est-à-dire que ce sont les médecins qui ont fait des tribunes pour alerter contre les dangers immédiats liés au cadmium et qui est responsable d'une partie de l'explosion du cancer du pancréas, qui était un cancer rare il y a 30 ans et qui va devenir le deuxième cancer le plus mortel en France à partir des années 2030. Et c'est la pression citoyenne aussi, la pression politique que les citoyennes et les citoyens ont mis sur les élus, sur les députés, en disant on veut mettre un terme à cet empoisonnement. Et là, c'est le cadmium aujourd'hui. Malheureusement, il y a d'autres sources d'empoisonnement. Vous dites que c'est la mobilisation citoyenne et médicale. Le cadmium est classé cancérogène certain pour l'homme depuis 1993. Il a fallu attendre 2026 pour qu'une loi ou qu'il y ait ce premier pas. C'est quelque chose que vous regrettez tout de même, ce très long délai? Mais ça montre une chose, c'est que finalement le gouvernement et un certain nombre de forces politiques, comme d'ailleurs le Rassemblement national qui a voté contre cette loi du cadmium pour nous protéger du cadmium, ces forces politiques ne sont pas là pour défendre la santé publique, c'est pas leur calendrier, c'est pas leur cap, ça n'est pas leur principe souverain dans leurs décisions, mais leur principe souverain, c'est de défendre l'industrialisation de l'agriculture et ces industriels de l'agriculture et de la chimie pour augmenter les rendements. Et tout le montre. C'est-à-dire que toutes leurs décisions politiques, leurs propositions de loi, leurs décrets vont dans le sens, non pas de l'intérêt général, de la santé et de la protection de l'eau potable, mais dans le sens des desiderata, des exigences des industriels. Et c'est ça qui est qui est sidérant dans un premier temps, en tant que citoyenne, en tant que malade du cancer. C'est vrai que ça paraît insensé. Et cette loi, malheureusement, elle en est pour l'instant qu'à un stade de proposition. Et pour son application, ça va être une autre paire de manches, si je puis me permettre. Il va falloir soit que le décret gouvernemental, qui est beaucoup plus laxiste, se cale
à l'agenda de cette loi, à savoir une diminution plus rapide des seuils, et voilà, ou alors que ça passe par le Sénat, qui est une chambre parlementaire très à droite et qui est un soutien puissant des industriels de l'agriculture et de la chimie. Donc on est aussi dans ce monde-là où on se dit en tant que malade, comment on fait pour guérir dans un monde qui nous empoisonne, et avec un gouvernement, une commission européenne et une partie des parlementaires qui sont là pour protéger les industriels au détriment de 100% de la population, et qui créent une insécurité chimique partout à laquelle on ne pourra bientôt plus échapper. C'est-à-dire qu'en février dernier, il ne faut pas oublier que les forces politiques du centre, des droites et d'extrême droite se sont organisées pour empêcher qu'une loi qui passe au vote à l'Assemblée nationale ait une loi pour protéger l'eau potable, les points de captage d'eau potable. Et c'est insensé de se dire qu'en 2026, il y a des forces politiques qui sont capables de refuser de protéger l'eau potable. Vous avez parlé d'insécurité chimique, Fleur Breteau. Vous parlez aussi de violence chimique. On va revenir sur votre histoire à vous, votre parcours. Vous avez traversé 2 cancers du sein en 3 ans. Vous avez perdu un ami très proche. Au moment où vous diagnostiquez le 2e cancer, il y a eu toute cette colère aussi qui est montée, qui vous a poussé donc à créer ce collectif Cancer Colère. Vous avez vu une réalité qui est percutante lors de vos soins à l'hôpital, de très très jeunes patients traités pour le cancer. Vous me disiez, quand on a échangé en avant de cette interview, des adolescents, des enfants, c'est une maladie qui se répand. Des scientifiques même mettent en garde contre une véritable épidémie de cancer. Ce combat, il est éminemment politique aujourd'hui. Oui. En fait, comme on est face à un gouvernement, la Commission européenne et une partie des parlementaires du centre, des droites et d'extrême droite qui refusent de prendre comme principe euh, souverain premier la protection de notre santé, ben c'est aux citoyennes, aux citoyens, aux malades, aux ex-malades, il y en a qui s'appellent les futurs malades, de prendre à bras le corps cette lutte, de sortir de l'invisibilisation, de diffuser les chiffres réels du cancer, qui est devenu une épidémie du fait de choix politiques qui favorisent l'industrialisation de l'agriculture au détriment de l'agriculture indépendante, et cette absence de politique de prévention de santé publique autour du cancer, puisque c'est à quoi bon prévenir du cancer si on aggrave la situation chimique, si on continue On n'en est même pas à lancer un vaste plan de lutte contre le cancer? En fait, le cancer est devenu une épidémie, et c'est pas moi qui le dis, c'est la science, c'est les revues The Lancet et Nature qui disent que des cancers progressent dans toutes les classes d'âge de la population. Donc c'était épidémique. Et cette situation épidémique n'est pas prise en compte par le gouvernement, qui n'a rien dit l'année dernière, et qui aggrave la situation avec la loi Duplon, avec la loi Duplon 2, la loi d'urgence agricole, et qui pousse le paquet de loi Omnibus qui veut autoriser 90% des pesticides de manière illimitée malgré leur toxicité. Et donc on est là, mais en fait, donc si ces personnes fabriquent des lois qui nous mettent en danger, nous on refuse que l'avenir soit la chimio. Quand on est malade, on a été malade, on a subi des traitements, on dit que ça ne sert à rien d'être malade. On ne veut pas prendre un risque grandissant de maladie pour manger ou boire de l'eau. Donc c'est à nous, avec nos petits bras de cancéreux, on se retrousse les manches, et de plus en plus de gens nous rejoignent dans cette lutte pour notre bien commun, que sont l'eau potable, l'alimentation, la terre, le monde agricole indépendant, qui a besoin d'un soutien massif de l'État et qui est en train de se faire massacrer par les industriels. Et donc on est de plus en plus nombreux dans la société civile, les scientifiques, les médecins, la justice à condamner l'État sur les pesticides. Donc la colère grandit, s'organise pour mettre la pression sur ces forces politiques qui ont décidé, en toute irresponsabilité et sans aucune conscience, aucun problème de conscience, de choisir l'intérêt privé des industriels au détriment de nous tous et toutes. Mais nous, on dit l'avenir, c'est pas la chimio, et le cancer n'est pas une fatalité. Merci beaucoup. Merci Fleur Breteau d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, et prenez soin de vous. On apprend toujours en France qu'une enquête a été ouverte pour torture et crimes de guerre par le parquet national antiterroriste après le retour de Français qui faisaient route vers Gaza à bord d'une flottille humanitaire. Interceptés par les forces israéliennes dans les zones internationales, ils ont été ligotés, humiliés, battus. Certains ont même évoqué des viols et agressions sexuelles.
L'immense douleur d'une famille, celle de la petite Liana dont le corps a été retrouvé après plus d'une semaine de recherche. Le principal suspect dans ce meurtre avait été visé par le passé par des plaintes pour viol, mais il n'a jamais été inquiété. Le garde des Sceaux évoque un immense échec. Le meurtre de Liana aurait-il pu être évité? Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a reconnu des dysfonctionnements dans le système judiciaire susceptibles d'avoir coûté la vie à la jeune fille. Aujourd'hui, l'institution judiciaire, elle n'a pas su protéger cette petite fille. J'en tirerai toutes les conséquences et au nom de la justice, comme ministre, je veux présenter mes excuses à cette famille et aux Français qui sont légitimement choqués, terrifiés de voir de telles défaillances. Des défaillances, car le principal suspect Jérôme Barella avait été inquiété dans plusieurs affaires impliquant des jeunes filles mineures. Des signalements avaient été faits en 2017 puis en 2021. Il était également visé par 2 plaintes pour viol, dont une datant d'août 2025, pour laquelle il n'avait toujours pas été entendu. Incompréhensible pour les associations. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 mois entre le dépôt de plainte et l'ouverture d'une enquête pénale. Pourquoi? Parce que pour l'enfant, c'est un traumatisme. Il a parlé, l'enfant a parlé. Il faut immédiatement recueillir sa parole, l'enregistrer et surtout, les preuves risquent de disparaître. Gérald Darmanin promet de réformer la justice pour éviter qu'un tel drame se reproduise. Voilà pour ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.